Alors aujourd'hui, c'est jour de Fed et évidemment, on sait que Jérôme Powell est attendu au tournant par les marchés, par les économistes sur cette question du tapering, la question de la réduction des rachats d'actifs sur le marché. Bonjour Ludovic. Bonjour David. Ludovic Subran, chef économiste du groupe Alliance. Merci d'être là avec nous. Donc la Fed s'est réunie, je le disais, depuis hier. Beaucoup d'économistes s'attendent de plus en plus à ce que la Banque centrale américaine commence bientôt à réduire donc ses rachats d'actifs, 120 milliards de dollars chaque mois. On sent quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que la Fed joue un petit peu la carte de la prudence. Est-ce qu'on devrait avoir une annonce aujourd'hui? Est-ce que le sujet est vraiment à l'ordre du jour pour la Fed? Il y a cette pression quand même sur Powell pour qu'il dévoile un peu son jeu, qu'il communique. Oui, et puis vous disiez ces jours de Fed, moi je pense que ça va être encore un jour de fête, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que Powell indique une forme de resserrement des conditions monétaires et financières encore. Hein. Regardez le marché de l'emploi, bien sûr que ça va beaucoup mieux, mais on est encore au niveau d'emploi, on n'a encore pas compensé la moitié des emplois perdus aux États-Unis, donc il y a encore beaucoup de slack, comme on dit, hein, dans l'économie. Donc moi je ne pense pas que Powell ait intérêt à annoncer quelque chose tout de suite, mais c'est vrai Il va que devoir le sortir du bois calendrier. bientôt, Ludovic. Il va devoir sortir du bois. Il va devoir, à un moment donné, communiquer sur le début, pas sur, voilà, sur le début de l'extinction, encore une fois, de son programme. On sait que, a priori, ce tapering ne commencera pas avant la fin d'année. A priori, encore une fois, c'est ce qui se dit. Mais voilà, il marche sur des œufs. Il faut quand même qu'il sorte son jeu à un moment donné. Hein. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera bientôt. Oui, faut qu'il clarifie, c'est-à-dire que ce qu'on voit sur les indicateurs du marché de l'emploi, par exemple, c'est un intérêt très important sur les indicateurs désagrégés. Yellen, qui, comme vous savez, aujourd'hui, a un peu un pacte de Faust entre la politique budgétaire et monétaire américaine, puisqu'il y a eu de la monnaie hélicoptère en 2 temps, hein, puisque la Fed a injecté des liquidités, le compte courant du Trésor s'est gonflé de 1,6 trilliard, et puis on fait des chèques. Donc il y a vraiment eu, pour le coup, c'est vraiment l'hélicoptère monnaie. Et quand on écoute Yellen, elle parle beaucoup, par exemple, de l'emploi hispanique, donc de l'emploi des Latinos aux États-Unis. Powell regarde, et Cecilia Cruz aussi, qui est la chairwoman du Conseil d'analyse économique américain, parle beaucoup de l'emploi des minorités aux États-Unis. Donc il va falloir voir jusqu'où Powell veut aller sur la fonction objective, qui est la fonction assumée par la Fed sur le marché de l'emploi. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a une fonction cachée qui est celle de la suppression de la volatilité des marchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même ce pacte de Faust qui crée, comme on sait, cette dynamique sur les marchés, et ce n'est pas le moment de la casser tout de suite. Il y a une peur aussi de casser la dynamique de marché trop vite. Il y a forcément aussi une responsabilité de la Fed sur le marché international du dollar, avec des pays émergents notamment qui sont en situation un peu plus difficile. Donc bien sûr qu'il faut qu'il clarifie le devenir des rachats d'actifs, mais je pense que ce n'est pas pour tout de suite. Il peut encore acheter un peu de temps en courant le risque d'être un peu en revers de politique monétaire, et donc de faire croître un petit peu les risques de stabilité financière aux États-Unis. Mais on est d'accord que le calendrier annoncé, qui est avec une première hausse des taux fin 2023, est plus du tout d'actualité. Les marchés s'attendent à déjà au moins 2 hausses de taux en 2022. Donc il faudrait que, moi je pense qu'à Jackson Hole, en fait, il va dire beaucoup, donc cet été, il va Il annoncer peut la tenir façon. encore, il peut tenir d'ici à cet été, ne Je pense faire qu'il peut aucune tenir encore six annonce, mois. Ouais. aucune communication autour, encore une fois. Non, il va rassurer sur le fait que la fonction objectif d'emploi est très importante. Et puis, il va peut-être donner des indicateurs sur comment il regarde le marché de l'emploi. Et puis, on le voit aussi, il y a des sujets autour du secteur bancaire, il y a des sujets autour de la politique macroprudentielle des États-Unis. On a vu cette étude de la Fed de New York qui montre que les ménages américains ont utilisé les chèques pour repayer leurs crédits, notamment de finances de consommation. Et puis, ils ont épargné aussi. Donc, moi, je ne pense pas aujourd'hui que les étoiles soient alignées ou les planètes soient alignées pour que Powell annonce quelque chose. Mais c'est vrai que Mais ça repart le fort, risque. juste Ludovic, ça repart fort quand même aux États-Unis quand on voit encore une fois la levée des restrictions, l'avancée de la campagne de vaccination, les plans de relance. Est-ce que quand même pas, théoriquement, tout justifie quand même une annonce sur ce tapering et peut-être même que la Fed achète plus 120 milliards, mais peut-être un petit peu moins tous les Non, mois? il peut annoncer de toute façon, quand vous regardez la pente des taux
taux américain de 10 ans, et puis vous regardez déjà la stabilisation qui a lieu aujourd'hui, vous regardez les forwards d'inflation, donc, et ce fameux risque de prime d'inflation, c'est déjà, il y a beaucoup de choses qui sont priced in, comme on dit, c'est-à-dire qu'on s'attend déjà à ce qu'il y ait quelque chose. Donc, même s'il a annoncé quelque chose aujourd'hui, ce que je ne pense pas, je ne pense pas que ça serait une correction majeure des marchés actions, etc. Sur votre question, oui, les États-Unis vont croître à plus de 6 ou 6,5% cette année. Oui, l'inflation aux États-Unis va être au-dessus de 3% cette année. Donc, si on considère... Ça justifierait quand même des premières annonces. On voit bien la Banque centrale canadienne d'ailleurs, qui l'a annoncé la semaine dernière, avec une réduction, toute proportion gardée, etc., une réduction de ses rachats d'actifs d'un tiers. Oui, non, mais ça justifie. Encore une fois, si on regarde une fonction de Taylor, qui est la fonction un petit peu sacro-sainte des banques centrales, il devrait déjà annoncer plein de choses. Mais Powell est le plus dovish du board de la FOMC. Powell est celui qui s'est engagé à avoir cette inflation moyennée sur le cycle. Powell est celui qui a raffirmé la fonction objective sur le marché de l'emploi aux États-Unis. Et celui qui risque d'être en retard sur les événements aussi. Bien sûr. Et pour le coup, il y a des vraies tensions au sein du bord de la Fed qu'on n'a pas vu depuis pas mal de temps. Donc ça, nous c'est rappelle assez d'autres intéressant. tensions de l'autre côté de l'Atlantique. Mais exactement. Exactement. C'est pas les mêmes tensions de notre côté avec l'Italie qui fait l'américain, mais et les rachats d'actifs de la BCE qui vont être certainement dans le collimateur, les plans de relance qui sont sous-dimensionnés. Mais aux États-Unis aussi, on a, et puis vous avez vu bien sûr ce débat mythique entre les Krugman et les Summers de ce monde, ou les Blanchard et les Summers de ce monde, c'est-à-dire qu'il y a une incertitude. On ne sait pas. Nous, ce qu'on voit sur cette histoire de reflation-inflation, c'est que pour l'instant, on n'est pas très inquiet. C'est-à-dire que c'est un peu de l'inflation normale, de reprise, de fin de confinement. Il n'y a pas forcément de boucle prix-salaire aux États-Unis. Il y a de l'inflation des intrants. Il n'y a pas de vélocité monétaire. Donc, il y a beaucoup d'injections d'actifs, mais l'argent ne circule pas trop. Donc, il n'y a pas forcément de raison de s'inquiéter. En revanche, il y a beaucoup plus de volatilité à venir que ce qu'on a vu. Et en revanche, bien sûr que le taux 10 ans américain va peut-être tutoyer les 2% d'ici l'été. Et quelque part, le plus dur reste à faire pour Jérôme Powell. Parce que c'est maintenant que ça devient compliqué. Pour tous les policymakers, pour tous les gens qui gèrent les politiques publiques, 2020, c'était facile, vous faites tout ce qu'il faut. 2021, il faut débrancher sans casser la dynamique, avec une confiance qui est quand même très volatile, avec des risques de vaccins de deuxième génération, le variant indien, etc. Donc, ils y vont en tâtonnant, c'est de la dentelle, c'est quelque chose de très fin. Moi, je pense que c'est trop tôt pour que la Fed débranche la prise. Mais je vous suis dans le sens que oui, on va avoir une économie américaine qui va croître de façon incroyable. Et ça pose de sacrés sujets sur l'écart de taux transatlantique. Et d'ailleurs, sur l'écart de taux transpacifique. Il est dans mon cerveau, Ludovic. La Chine ralentit. Non, mais c'est vrai, il y a un sujet là, quand on voit cette divergence entre les économies européennes et américaines. L'an dernier, déjà, les Américains font 3 fois mieux que nous, et là, cette année, ils vont faire quasiment 2 fois mieux que nous. Oui, ça pose la question de... À qui la faute? Pardon, Ludovic. À qui la faute? Est-ce que c'est est-ce que c'est la politique monétaire? Au virus, David. Quoi? Il y a eu un virus, en fait, qui est passé par là. Donc, la faute au virus. Non, mais certes, vous êtes facétieux, vous avez raison. Mais on a, encore une fois, moins 3 de croissance aux États-Unis, moins 8 en France sur 2020. On va avoir quoi? Plus 4 en France, plus 5? Les Américains seront à plus 6, plus 7 cette année. Et il y a eu le même virus partout. Hein. Oui. Non, mais en termes de réponse de politique économique, entre le budgétaire, le monétaire, la campagne de vaccination, etc., etc. Oui, du coup, j'ai parlé un petit peu de cette histoire de politique publique. C'est Pisani-Ferry qui dit ça. Il y a un choix d'économie à haute pression, c'est ce que font les États-Unis. 6 milliards en gros de stimulus avec une fusée à 3 étages qui va redonner des marges de manœuvre à la Fed à horizon fin d'année 2020, début 2022. En Europe, on a fait beaucoup d'aides, mais elles sont plus déflationnistes, notamment chômage partiel. Et on a du coup mis la charrue avant les bœufs avec Next Generation EU. Du coup, on n'a pas vraiment l'impulse budgétaire qu'on a aux États-Unis. Et donc, on va avoir une banque centrale qui va de fait être beaucoup plus présente et qui va maintenir l'économie européenne à basse pression. C'est ça le choix. C'est pour ça que vous avez du PIB nominal aux États-Unis et que vous en avez beaucoup moins en Europe. Après, on peut, bien sûr, il y a le retard vaccinal, c'est un vrai sujet. Ça nous coûte en Europe, au bas mot, 120 milliards. Donc, c'est plus que toutes les grants de Next Generation EU en 2021. Aux États-Unis, vous l'avez vu, c'est quand même du protectionnisme vaccinal. C'est un choix
de vacciner militairement tout le monde. Donc, il y a des conditions initiales qui ne sont pas les mêmes. Il y a des choix de politique publique qui ne sont pas les mêmes. Donc, après, voyons ce que ça veut dire, parce qu'on court le risque de japoniser la zone euro beaucoup plus, et les États-Unis ont décidé de faire beaucoup plus pour redonner des marges de manœuvre au cycle financier. En revanche, sur le retard vaccinal, là, il y a quand même des choses à apprendre de comment les États-Unis ont géré ça. Mais encore une fois, là, c'est le président Trump qui a signé des avances de contrat beaucoup plus malignement que nous l'avons fait au pic de la crise en 2020. Donc aujourd'hui, on est dans cette solidarité européenne qui est plutôt moins disante que ce que les États-Unis ont réussi à faire. Et donc, on va le payer. On a un mois et demi de retard sur la vaccination. Et donc, ça veut dire que peut-être qu'on est décalé dans le cycle. Après, est-ce qu'on va choisir de faire plus comme ce que fait l'Italie sur la politique budgétaire de manière générale? Je ne le pense pas parce qu'on a un calendrier électoral très fort. Les élections allemandes et françaises vont, à mon avis, repousser des efforts majeurs sur la politique budgétaire. Et donc oui, on va être en décalage. Donc il y a aujourd'hui un vrai décalage qui est d'ailleurs tracé par les marchés. Et qui est problématique, et qui est quand même problématique. Qui est très problématique pour les flux, notamment d'épargne, qui est très problématique pour la force de la reprise sur le marché de l'emploi, parce que nous, on ne sait pas vraiment, quand on va débrancher les chômages partiels, combien de ces gens-là vont se retrouver au chômage, alors que les États-Unis ont pris le choc du chômage tout de suite, et du coup, ils suivent en temps réel. Il n'y a pas de préservation destructrice, si vous voulez. Il y a de la création destructrice. Et donc, ils suivent en temps réel le fait que le marché de l'emploi se redresse, alors que nous, on risque d'avoir en décalé un choc de chômage. Et donc ça, oui, ça c'est un vrai risque, parce que ça veut dire que ça décale dans le temps la reprise européenne, avec un risque d'entropie, d'hétérogénéité de la zone qui est très grand, et puis des questions politiques intra-Europe qui vont devenir de plus en plus prégnants et qui vont certainement repousser, à mon avis, une forme de belle époque que les États-Unis vont certainement connaître en 2021-2022. C'est déjà un peu la belle époque, Ludovic, sur les marchés actions, sur les indices boursiers. Oui, c'est la belle époque depuis 10 ans. Oui, ça c'est vrai. Et quand on voit le CAC 40, ce matin, on est repassé au-delà des 6300 points. On peut dire que les marchés actions, on sent qu'on teste maintenant largement tourner la page de la crise. Il n'y a même plus de sujet là-dessus, alors qu'on a comme une pandémie qui sévit en Europe, en Inde, en Amérique latine. Oui, les marchés actions sont toujours très... ils prennent les bonnes nouvelles, ils oublient les mauvaises nouvelles, ils sont forcément portés par des politiques publiques très accommodantes. Je pense qu'en revanche, il ne faut pas se leurrer, il y a quand même des risques de stabilité financière qui s'empilent, et que ce soit les fraudes, l'illusion de la liquidité monétaire, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Il y a encore pas mal de signes d'un cycle financier un peu long, qui est allongé chaque jour davantage par les politiques publiques. Et donc, c'est vrai que c'est pour ça que tous les yeux doivent être sur la Fed. Si la Fed décide d'arrêter la boum un peu trop tôt, non seulement ça va créer une correction des marchés actions, des marchés de crédit, qui sont, à mon avis, beaucoup plus importants. Donc, Ludovic, le sort des marchés actions, aujourd'hui, est dans la main de la Fed, point barre. Oui, et d'ailleurs, le sort de la reprise mondiale est dans la main de la Fed. C'est-à-dire, la Fed peut décider d'arrêter la musique. C'est pour ça que Powell, à mon avis, ne va pas le faire. Parce que les États-Unis n'ont aucun intérêt à ce que le reste du monde soit dans un scénario 2012, notamment le grand partenaire européen. Donc, on peut dire que la Fed n'en a rien à faire du cycle financier international. Moi, j'y crois pas. Je pense que la Fed a appris de 2011 et que du coup, elle va faire, et de 2000, et bien sûr de 2017, et donc elle va, et de 2013, le taper tantrum, et qu'elle va faire un petit peu plus attention. Mais oui, chaque 5-7 ans, on s'importe un risque de crise du cycle financier américain. Et donc, on a aujourd'hui le risque commercial de la Chine, avec ces empilements de stocks stratégiques, ce problème du commerce mondial, les semi-conducteurs, vous en parlez assez régulièrement dans cette émission, on a un sujet de goulot d'étranglement du commerce mondial depuis l'Est, et on a ce sujet du goulot d'étranglement du cycle financier depuis l'Ouest, qui pourrait pousser d'ailleurs la BCE à faire plus à l'automne, si d'aventure la Fed annonçait quelque chose à Jackson Hole, oui, bien sûr. Ouais. Après, on se dit, voilà, qu'est-ce qui pourrait, vous parliez de risque d'instabilité financière qui s'empile, qu'est-ce qui pourrait provoquer, encore une fois, un retournement de tendance sur les marchés actions? Alors, ce qui est sûr, c'est que vu les niveaux d'engagement... Au-delà de la Fed, il y a quoi? Il y a l'idée qu'il y a, mais on ne sait pas, qu'une nouvelle mutation du coronavirus qui soit plus létale. Je ne sais pas, c'est des déceptions sur les résultats des boîtes, on les voit en ce moment, mais qui sont plutôt bons d'ailleurs sur le premier trimestre. Et puis la Fed. Mais j'essaie d'identifier ce qui peut justement entraîner ce retournement. L'erreur de politique publique, pour moi, reste le risque majeur, et notamment l'erreur de politique monétaire aux États-Unis. Je pense que le risque politique, par exemple, est complètement anesthésié par les injections de liquidités. Vous l'avez vu en Italie au cours de l'année écoulée. Sur le virus, je pense que les marchés ont de toute façon tracé que le vaccin était une fin de partie.
On a peut-être en effet des vaccins de deuxième génération, enfin des sujets autour du variant indien, etc. Mais je ne pense pas que ça peut arrêter la machine. Une catastrophe naturelle, donc un vrai choc exogène, une catastrophe cyber, ça peut faire mal. Une erreur de politique publique. Et puis, le truc qui peut aussi faire un petit peu mal, c'est si les marchés croulaient sous leur propre poids. Donc, c'est un peu, est-ce qu'à un moment donné, on a une accumulation d'incidents, de crédits, de fraudes qui créent de la défiance et que la plupart des investisseurs individuels qui sont sur les marchés aujourd'hui prennent peur et sortent parce que les valorisations sont énormes. Ça, c'est un risque. Donc, c'est le risque de perte de confiance, Ludovic, c'est le risque de perte de confiance. Toujours, oui. Et encore une fois, on peut imaginer peut-être même une perte de confiance des investisseurs dans la capacité des banques centrales à soutenir le prix des actifs. Ça serait ce qu'il y a de pire, ça? Moi, ça, j'y crois pas. Ça, je pense que c'est un scénario, l'impotence des banques centrales, je pense que c'est un scénario à très faible vraisemblance. Pourquoi ? Parce qu'elles ont montré que, elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient, on les pensait toujours crédibles, même quand elles laissent couler un peu l'inflation, ou qu'au contraire, elles n'arrivent pas à recréer de l'inflation. Et donc, je ne pense pas qu'on soit dans les grandes banques centrales, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Europe, la Chine et le Japon, je ne pense pas qu'on ait ce risque de crédibilité de la banque centrale. Mais ça, pour le coup, ça créerait pas un choc de 5-10% comme une erreur de politique publique une erreur de politique de Fed ferait, mais ça créerait un choc de 25%, 30%, 50% sur le marché action. On n'est pas du tout dans ce scénario. Bien sûr, si à un moment donné, on venait à avoir une vraie défiance envers la capacité des banques centrales, oui, ça créerait un choc. Mais on n'y est pas du tout. Donc selon vous, on finit là-dessus, Ludovic, Jérôme Powell devrait sortir du bois. Wyoming, on est au mois d'août, non? Donc pas d'annonce pour vous sur le tapering avant le mois d'août. Encore 3-6 mois, ouais. Bon, d'ici là, ce sera reparlé. Ouais, j'espère. Et j'espère en plateau. J'espère. Mais la question, c'est est-ce que Lagarde va devoir sortir du bois avant lui? C'est ça, moi, mon inquiétude. De quel point de vue, c'est-à-dire? Si on a du resserrement des conditions monétaires et financières importées des États-Unis, est-ce que la BCE ne va pas devoir faire plus que ce qu'elle fait aujourd'hui? Ça, c'est un peu calmé, cette question du resserrement monétaire, non? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est pour l'instant, non, mais cyclone. Ouais. Alors, on est dans l'œil du cyclone, selon vous? Ah oui, bien sûr, oui. Bien sûr, parce que c'est de part et d'autre de l'Atlantique? Exactement. Non, bien sûr. C'est le vrai sujet pour la BCE, c'est celui-ci. Enfin, un taux à 10 ans français sur la dette souveraine qui est à 0%, regardez les c'est quand même besoins pas de financement de problématique. l'Italie, regardez le fait que la BCE, à fin 2021, détiendra 50% des obligations d'État européennes. Si vous voulez, le rôle de la BCE devient prépondérant dans le fonctionnement des marchés. Il y a un contrôle des... Attendez, la moitié des obligations publiques européennes sont dans les comptes de la BCE? Bien sûr, oui. Ouais. Quand même. C'est énorme. Vous me direz, aux États-Unis, c'est 35%. 35% aux États-Unis. C'est beaucoup aussi. Donc quand on dit que la BCE en a fait moins que la Fed, c'est pas vrai de ce point de vue-là. Non, mais c'est juste que la Fed est beaucoup plus intéressée par l'écart de taux de crédit, donc la dette des entreprises, parce que c'est les États-Unis, c'est comme ça, et c'est une obsession de l'emploi, une obsession de... Et que les entreprises se financent sur les marchés aussi, plus Exactement. que chez nous. Alors que nous, on aide nos banques, parce que nos entreprises se financent auprès des banques, et du coup, en revanche, on est très présent sur les spreads périphériques, donc les rachats d'actifs, de dettes, d'obligations d'État des pays du sud de l'Europe. Voilà, notamment l'Italie. Quand l'Italie se la joue à l'américaine, m'avait fait rire avec ça. Ouais, c'est ce que j'ai dit, moi. J'ai Wofare l'Americano, vous savez, la chanson. Non, moi, je trouve ça incroyable. Ces banquiers centraux qui deviennent Premier ministre ou ministre des Finances et qui, du coup, font exactement ce qu'ils disaient au ministre des Finances avant, c'est-à-dire c'est all-in. Je trouve ça magique. Il y a le mérite de la cohérence intellectuelle en même temps. Il y a totalement une cohérence intellectuelle. Merci. Après, il faut gérer ça dans une zone monétaire où les buveurs de bière ne sont pas aussi dépensiers que les buveurs de vin. Voilà. On a compris qui est dans quelle configuration. Merci. Vous êtes buveur de quoi, vous, d'ailleurs? Vous êtes plutôt buveur de quoi, de vin ou de bière? Moi, je bois plutôt du vin, je suis français, ouais. Même si je travaille en Allemagne. Merci d'avoir été avec nous. Ludovic Subran, chef économiste du groupe Allianz. Merci. Salut. Au revoir.